Oui, si on regarde bien, c'est lui qui a voulu, c'est lui qui a tiré l'avion. Pourquoi un chef d'État a été assassiné et il n'y a pas d'enquête? J'ai d'ailleurs souvent dit que si c'était Paul Kagame qui avait été victime d'un attentat de 6 avril, j'aurais fait exactement la même enquête. Si Paul Kagame était président de la République, victime d'un attentat, je fais exactement la même enquête, sans état d'âme. Je précise que c'est le Rwanda qui a rompu ses relations diplomatiques et il les a rompues parce que le juge Bruguière avait lancé 9 mandats d'arrêt contre l'entourage de Paul Kagame à propos justement de l'attentat contre l'avion dans lequel ont péri 2 chefs d'État. C'est l'attentat qui a tout déclenché. Donc la seule chose qui intéressait Paul Kagame et la seule chose qui intéresse toujours pas Paul Kagame, cette instruction soit jetée aux oubliettes. Et donc on doit constater que la France fait tout pour que cette instruction tombe effectivement aux oubliettes. Il ne vous a pas échappé cette comédie faite autour des 9 personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrêt, Rose Kabouillet, mais Rose Kabouillet, qui pourtant fait l'objet d'accusations très graves, a pratiquement été accusée comme une grande personnalité en France, et tout juste si on n'y a pas donné déroulé le thème. Ils ont usurpé le titre de victime du génocide. Et ils sont devenus, et particulièrement Kagame, avec un cynisme extraordinaire, les porte-paroles. Et donc tout ça pour dire que la France fait tout pour essayer de casser cette instruction. Mais jusqu'à maintenant, les juges tiennent bon, et donc la réconciliation se fait attendre. Donc la France fait tout, mais pour le moment n'arrive pas à évacuer ce dossier Bruguière. Je crois que je connais bien ce dossier. Il peut encore 2, 3, 4, 10 témoins peuvent se rétracter et le dossier qui fait 20 à 25 000 pages, il tiendra. Vous êtes dans une situation aujourd'hui géopolitique extrêmement dangereuse, avec des acteurs, comme Pierre disait tout à l'heure, des acteurs invisibles, mais qui poussent les pions pour que, eh bien, ceux qui regardent là, qui ne voient pas plus loin, se disent « Ah, les Africains sont en train de s'entretuer, mais c'est incroyable, pourquoi ?» Non, il y a un petit groupe d'extrémistes qui sont formés, qui ont été formés par les Américains et qui ont pour mission de déstabiliser l'ensemble de la région avec la protection et la bénédiction des Nations Unies et des grandes puissances. Voilà le fond de l'affaire. Donc quand on vous parle de la France-Afrique, on vous endort. Des associations comme Survie qui sont devenues aujourd'hui, je le dis tranquillement parce qu'on n'a pas la preuve du contraire, qui sont devenus en quelque sorte des sous-traitants, conscients ou inconscients, je n'en sais rien, mais des sous-traitants d'une certaine vision de domination des États-Unis en Afrique, utilisent ce schéma de la France-Afrique, ce schéma qui, à l'époque, Pierre était parmi les premiers à soulever ce dossier avec Affaires africaines, ce schéma qui a bel et bien existé à l'époque, mais qui est dépassé aujourd'hui avec la mondialisation de l'économie, eh bien, ils utilisent toujours ce même schéma et ils arrivent à convaincre les Africains avec une facilité incroyable. Au point que personne n'a plus envie de regarder les faits. Ce n'est pas parce que la France a commis des erreurs et même parfois participé à la déstabilisation des États que la France a encore aujourd'hui cette même puissance-là. Aux Nations Unies, on ne les écoute plus. Les Américains, quand ils prennent des décisions, ils n'écoutent pas. Des associations comme Survie ont créé le concept de France-Afrique. La notion de France-Afrique aujourd'hui est une notion dépassée. Je constate, moi, en 1994, qu'il y a un changement radical de la politique africaine de la France. Parce que ce sont des multinationales aujourd'hui qui imposent parfois. Le poids des multinationales aujourd'hui dans les guerres africaines n'est pas à sous-estimer. Beaucoup d'États sont obligés de suivre aujourd'hui des agendas qui ne sont pas des agendas d'État. Et ce qui se passe dans la région est extrêmement grave et très dangereux. Les Américains qui voulaient, quand ils avaient déjà mis Kabila, maintenant ils voulaient l'éliminer, soit éliminer physiquement ou politiquement. Qu'est-ce que les Américains demandaient à l'époque? Il faut une commission pour le massacre de Hutus à Goma. Où est partie cette commission? La commission elle est où? Alors que
Kabila n'a jamais été militaire dans son armée qui est entré à Kinshasa. C'est Kalmande qui est le président, qui était général de cette armée. C'est à lui qu'on peut demander les comptes. Et il y avait des formateurs américains blancs qui étaient là pour préparer ces jeunes qu'on voyait avec des bottes en leur expliquant que vous allez partir suivre les gens qui ont tué vos parents. Et ils ont formé une milice comme ça et ils rentraient chez nous, pas avec les départs de pouvoir. L'idée de tuer le Hutu. Dans tous les autres pays africains, que ce soit le Gabon, le Cameroun, il y a évidemment, pour celui qui est camerounais, vous avez de nombreux réfugiés autour au Cameroun. Vous avez de nombreux réfugiés autour au Congo, Brazzaville et dans tous les autres pays. Tout le monde s'est calmé. L'enquête a disparu. On a des fous qu'on nous met en tête pour bien nous manipuler et nous voler tranquillement. Lorsque Kagame a attaqué le Congo, il a dit qu'il y avait des génocidaires là-bas. Qu'est-ce qui va lui interdire à ce monsieur de dire demain qu'il y a des génocidaires au Cameroun, qu'il y a des génocidaires à Brazzaville, qu'il y a des génocidaires au Gabon? Et si vous regardez bien la carte, vous allez remarquer que tous ces pays où vous avez des réfugiés Tutsis sont des pays pétroliers. Et aujourd'hui, quand on connaît la guerre du pétrole que font les États-Unis, mais lorsqu'on voit la violence avec laquelle l'armée française est attaquée, les personnalités politiques, même des gens les plus modestes et les plus pondérés comme Hubert Védrine, agressés, entartés, etc., en disant qu'ils ont commis des crimes, et vous voyez l'ensemble de la classe politique française coucher à plat ventre devant cela. Vous voyez les militaires français qui rongent leur front de rage, sans protection, sans soutien. Des journalistes français qui font des pseudo-enquêtes et qui nous font comprendre que c'est ça la vérité. Et toute personne qui ose, on est une petite minorité de franco-africains, Pierre et moi, à défendre toutes les victimes de cette région. Ils nous attaquent avec une violence folle pour nous empêcher de parler, Charles et moi, en utilisant des termes pour nous déconsidérer. Mais je veux dire qu'il y a quand même une immodestie absolue pour considérer que la commission qui laisse, il faut la balancer, que l'instruction du juge Bridière, faut la balancer, que l'instruction de l'audience espagnole, faut la balancer, mais qu'il faut croire leur vision, qui est leur vision que j'ai essayé de décrire tout à l'heure. C'est une idéologie qu'ils développent sur ce thème. Si effectivement, comme le dit Charles, ils amènent les preuves, très bien. Dans les livres, vous avez quand même un certain nombre de noms. Nous avons cité des gens. Aujourd'hui, écoutez, pour finir la petite série sur le gâteau, Tony Blair est devenu le conseiller de Paul Kagame, l'ancien Premier ministre britannique. C'est la première fois que nous avons un Premier ministre d'un pays européen qui devient le conseiller politique bénévole, comme il dit, d'un dictateur en Afrique. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Il y a toujours une colonisation. Et cette colonisation-là, je crois qu'il faudrait qu'elle cesse. Ensuite, il a été question de religion. Oui, c'est bien de prier, c'est bien de s'accrocher à quelque chose qui est divin, qui est un peu au-delà de l'entendement humain. C'est bien, mais il faut aussi avoir des actes concrets et œuvrer activement, pas seulement à travers les prières.